Votre formation sur la découverte du milieu du drone professionnel touche bientôt à sa fin et vous devez sans doute commencer à entrevoir ce à quoi peut ressembler l'activité d'un télépilote et puis toutes les tâches qu'il peut être amené à réaliser. Et bien pour vous en faire une idée un petit peu plus concrète, on vous propose d'observer un exemple de mission de vol dans son intégralité. On a profité d'une intervention sur une inspection de toiture pour réaliser cette démonstration. Alors il ne s'agit pas d'une mission type puisque ça n'existe pas, on a simplement choisi un exemple de mission assez courante entre ce qui peut se faire de plus simple et ce qu'on peut faire d'un petit peu plus compliqué et puis une manière de l'aborder. Bien entendu, dans un but pédagogique, on a mis en scène certains passages pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on a effectué à chaque étape. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être beaucoup de notions nouvelles sur le vocabulaire, sur les process. Vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'y revenir. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc on va commencer par le début, donc avec cette magnifique reconstitution de l'appel du client. Pedrone, bonjour. Bonjour monsieur, je suis Madame Bordeaux, je gère des biens immobiliers sur la commune de Nice. Bonjour. Et voilà, j'ai un souci sur des conduites de cheminées. Alors depuis un petit moment, il se pourrait qu'il y en ait certains qui soient bouchés ou qui évacuent même mal les fumées. Alors j'ai fait venir un fumiste la semaine dernière pour jeter un œil. Mais on a plus d'une centaine de conduits, alors avant de le faire intervenir, j'aimerais avoir une idée un peu plus précise de ceux qui pourraient poser problème. On m'a conseillé d'inspecter les cheminées à la sortie, mais est-ce que vous seriez en mesure de faire quelque chose ? Bah écoutez, peut-être, il faudrait que j'étudie davantage votre situation avant de vous proposer une solution. Est-ce que vous savez de quel genre de conduit il s'agit ? Alors pas du tout. Je ne connais pas grand-chose. Je sais juste que chaque appartement a sa chaudière. Ce sont des cheminées avec des petits chapeaux qui sont regroupés par 4 ou 5 dans des blocs en briques. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. D'accord. Donc vous auriez besoin d'une inspection de chaque sortie de toit pour faire un premier état des lieux, c'est bien ça ? Tout à fait. Je voudrais savoir si on peut déjà voir des choses en surface, s'il y a des dommages visibles ou éventuellement des obstructions qu'on pourrait déceler pour faire une première estimation des travaux à faire réaliser. Entendu. Mais écoutez, sur le principe, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est déjà une inspection RVB, c'est-à-dire en photographie classique. D'accord. On peut inspecter par l'image chacune des souches dans sa globalité, Oui. c'est-à-dire l'embase, donc la jonction entre la toiture et la cheminée, le corps de toit, donc la partie émergente de la structure, que vous m'avez décrit ici en briques, et puis toute la partie haute avec la tablette, le chapeau, puis éventuellement la sortie de conduit. D'accord. Avec ça, on pourra voir si certaines cheminées ont perdu leur chapeau, suite à un gros coup de vent par exemple, Oui. ou bien s'il y a des chapeaux qui se sont effondrés, ce qui pourrait expliquer les problèmes de tirage. On pourra également voir l'étage général des souches. Cependant, on ne pourra pas faire d'image de l'intérieur des conduits, sauf s'il manque un chapeau. À ce moment-là, on pourra inspecter le conduit à la verticale sur quelques dizaines de centimètres, mais ça ira pas plus loin. Oui, bien sûr. Ensuite, il faudrait voir si c'est pertinent sur votre toiture. C'est pas forcément le cas, mais ce qu'on peut vous proposer également, c'est une inspection thermique de chaque cheminée. Donc on peut faire des relevés de température à leur sortie pour voir si certaines présentent des anomalies. Oui, je vois. Dans l'idéal, pour ça, il faudrait que toutes les chaudières soient en marche au moment de l'inspection. Je sais pas si c'est réalisable pour vous. Écoutez, oui c'est possible, il faudrait juste que je prévienne tous les propriétaires, mais c'est pas un problème. Combien ça pourrait me coûter tout ça, et est-ce que vous pourriez intervenir bientôt ? Alors écoutez, je peux vous adresser un devis dans la journée, si vous voulez, mais il me faudrait d'abord quelques précisions. Est-ce que vous pourriez me donner l'adresse du site, s'il vous plaît ? Oui, c'est aux 2 places Grimaldi, vous savez, à Nice. Merci. Si vous avez encore quelques minutes, je vais prendre quelques informations directement. Oui, bien sûr, allez-y. Ok, je vois. Oui, je connais le coin. C'est le grand bâtiment qui est derrière le Biocop, c'est ça ? Tout à fait, c'est celui avec une façade orange et des volets blancs. Ok, je vois. Donc la cour avec les arbres là, entre le Biocop et le bâtiment, ça fait partie de la résidence ? Oui, on a 2 grandes cours devant et une petite derrière, beaucoup plus encaissée, où on peut y garer quelques véhicules. Entendu. Et là, si j'ai besoin de décoller depuis cette grande cour, je peux ? On peut interdire l'accès pendant quelques minutes, ça posera pas de problème ? Oh non, aucun problème. Elle est entièrement clôturée et sur la partie droite, là où il y a moins d'arbres, il y a très peu de résidents qui passent généralement et dans tous les cas, ils peuvent faire le tour si besoin, donc pas de problème. Entendu. Bien écoutez, je vais regarder tout ça de plus près. Dans tous les cas, là, ici, on est en cœur d'agglomération, puis pas très loin de l'aéroport, donc il va nous falloir des délais pour obtenir les autorisations de vol. Ça peut prendre une semaine ou deux. Pour vous, ce serait bon ? Ah oui, je suis pas spécialement pressée. Ok, super. Bah écoutez, je vous mets le détail dans le devis pour une inspection RVB et puis également pour une inspection thermique. Vous auriez besoin qu'on vous livre un rapport ou vous souhaitez uniquement récupérer les images pour les analyser vous-même ? Alors j'aurais besoin d'un rapport si c'est possible pour vous. Entendu, très bien. Mais écoutez, je vous envoie tout ça dans la journée.
Il se peut que je puisse avoir besoin de quelques précisions sur des détails techniques. Je peux vous joindre à ce numéro? Oui, bien sûr, aucun souci. Très bien. Bah, écoutez, merci. Au revoir, à très vite. Merci, au revoir. Ok, donc là on a une demande claire et relativement simple. On a un client qui nous a pas adressé un cahier des charges très garni. Au premier coup d'œil, on pourrait se dire, bah ici, pas de difficulté majeure sur cette mission. On a des objets d'intérêt qui sont identifiés, qui sont statiques, qui sont tous regroupés dans une zone restreinte. Donc pas de recherche, pas de navigation, pas de dynamique imposée. On va se mettre au pied de l'immeuble, on va faire décoller notre drone, on va faire nos photos, et puis voilà, on pourrait se dire, pas de quoi en faire des caisses. Et bien écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec cette préparation mission. Donc une fois que j'ai compris ce que mon client attend de moi, eh bien avant toute chose, je vais chercher à savoir comment je vais pouvoir fournir le livrable qui est attendu. C'est la toute première chose à faire puisque de cette approche technique va dépendre ma zone de travail. Donc l'espace que j'ai besoin de survoler pour travailler, c'est cette zone qui va conditionner tout le reste, à savoir ma zone d'opération, ma gestion des risques, mes déclarations de vol, etc. Donc cette méthode de travail est propre à chaque domaine d'application. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, on verra durant le vol comment je m'y prends. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que je vais réaliser un vol manuel, je ne vais pas faire de vol programmé sur ce type de mission, et puis je vais utiliser probablement un drone compact, comme un Mavic, sans RTK ni système particulier. Donc si j'étudie un tout petit peu la toiture, je m'aperçois déjà que le bâtiment est haut, ce qui va rendre les choses un peu plus complexes, puisque je vais avoir des difficultés à garder mon drone à vue, ce qui est obligatoire en termes de réglementation, et beaucoup plus confortable aussi en termes de pilotage. Ici on ne fait pas une inspection de panneaux solaires ou une recherche de tuiles cassées, on recherche des éléments qui sont verticaux, on a besoin de détails, donc on va être contraint de s'abaisser pour pouvoir les observer correctement. Ensuite, je devine plusieurs antennes et probablement des haubans, ce qui va également représenter une difficulté supplémentaire, puisqu'il risque de me gêner pour circuler correctement autour des cheminées. Donc on voit déjà ici en quelques secondes que les choses sont pas si simples qu'elles y paraissaient. Pour en savoir plus, je vais déjà tracer le volume de vol qui m'est nécessaire. Donc ici, je me rends compte que pour photographier les cheminées qui se trouvent sur les côtés de la toiture, je vais devoir survoler la route, ce qui va également me forcer à prendre des mesures particulières. Voilà, j'ai ma zone de travail, il faut maintenant que je trouve un emplacement pour décoller et pour remplir ma mission. On appelle ça une aire de manœuvre. Ici, je me rends bien compte que depuis le pied du bâtiment, je ne vais pas pouvoir faire grand chose en fait. Pour le pan de toiture sud, je vais pouvoir éventuellement prendre un peu de recul, ce qui pourrait être suffisant, mais pour la partie nord, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Alors ça, pour les futurs télépilotes, gardez-le tout de suite à l'esprit. Une bonne aire de manœuvre, c'est 80% des problèmes en moins. C'est une donnée statistique très sérieuse, purement inventée, mais qui veut simplement dire qu'en se plaçant correctement, on gagne sur tous les plans. On en reparlera en détail avec les stagiaires qui suivent la formation sur les concepts d'opération. Pour en revenir à notre mission, en étudiant un peu la zone, j'ai identifié ce bâtiment-là, avec un toit terrasse qui semble pas mal du tout. Il surplombe ma zone de travail, il est juste à côté, il est suffisamment large pour envisager des manœuvres en sécurité, et il me permet de bien voir mon volume de vol et de surveiller l'espace aérien. Ce serait vraiment un endroit idéal, si tant est qu'il n'y ait pas une tripotée d'antennes dessus, et surtout que je puisse y avoir accès. Donc préparer sa mission, c'est parfois faire un peu d'OSINT, d'enquête sur internet. Ici, si je veux être autorisé à accéder au toit terrasse, il faut que je trouve qui en est le propriétaire. Donc pour la faire court, je cherche d'abord l'adresse. On est sur un immeuble, donc il me faut un accès. Puis je consulte l'annuaire des copros, je cherche qui en est le gestionnaire et j'essaye de trouver ses coordonnées. Quand enfin j'ai l'adresse mail ou le numéro de téléphone, il ne me reste plus qu'à soigner ma demande et à tenter le tout pour le tout. Pour moi, ça vaut le coup d'y passer un peu de temps parce que les autres options que j'ai là sur cette mission sont pas franchement confortables. Alors bonne nouvelle, ça a payé puisque je viens de recevoir une réponse positive avec pour seule condition de prendre toutes les précautions et d'employer du matériel adapté. Donc chez Spedrone, c'est pas trop un obstacle. Maintenant que j'ai ma zone de travail et mon aire de manœuvre, il faut que je définisse ma zone d'opération, c'est-à-dire tout l'espace aérien que je suis susceptible d'utiliser pour remplir ma mission. Donc il faut que je définisse mes autres aires de manœuvre, au cas où je puisse en avoir besoin, mes zones de posée d'urgence et d'une manière générale tous les espaces nécessaires à mes transitions. À ça, j'ajoute une marge comme zone de contingence, puis encore un buffer comme zone tampon. Je ne rentre pas dans tous les détails ici, il s'agit de mesures de sécurité et de réglementation, ce sont des sujets qui sont abordés dans d'autres formations.
Voilà, maintenant que j'ai défini ma zone d'opération, eh bien avant d'entreprendre mes démarches administratives pour mes autorisations de vol, eh bien je vais passer à mon étude des risques. Alors là encore, je vous passe les détails, hein, sinon on va y passer la nuit. Mais pour cette mission, j'ai étudié entre autres bien les risques air, donc tout ce qui est lié à l'espace aérien, bien les risques de collision, aux risques aviaires. Hein. Là, on est en bord de mer, donc avec les mouettes, c'est vraiment un problème ici. Hein. Je vais devoir prévoir une marge horaire supplémentaire rien que pour m'insérer au cas où il y a beaucoup d'oiseaux. Les risques seuls, avec notamment une gestion du survol des personnes qui est particulière. Alors pour la faire court, en général, on a deux grandes façons de travailler et de gérer le survol des personnes qui ne sont pas impliquées dans notre mission. Soit on cherche à contrôler sa zone dans son intégralité et donc à interdire tout accès. Hein, ça c'est l'option la plus confortable, hein, celle qu'on essaye en général de favoriser puisque elle permet de travailler à son rythme, de limiter les aléas et puis de garder une grande flexibilité dans les trajectoires. C'est ce qu'on fait toujours sur les plateaux de tournage par exemple, ou bien quand on programme des vols automatisés sur des petits espaces. Soit l'espace est trop vaste, trop complexe ou impossible à interdire, ou bien on ne dispose pas des moyens ou du temps nécessaires pour clôturer notre zone. Et là, on va travailler dans un espace non contrôlé. Ça veut dire que il faudra mettre en place des options, voire des dispositifs dynamiques pour s'assurer de ne jamais survoler personne. Et ça, c'est pas toujours simple à réaliser. Ici, là, dans notre cas, je travaille sur un espace partiellement contrôlé, puisque je peux interdire l'accès aux zones nord et sud de la toiture. J'ai théoriquement la maîtrise également sur mes aires de manœuvre, mais je ne peux pas demander à la mairie de Nice de faire fermer les routes pour si peu. Donc pour travailler sur les bords est et ouest, je vais devoir mettre en place une gestion dynamique avec des zones d'attente et un assistant qui me donnera le feu vert quand il n'y aura personne en dessous. Donc ça c'est des process supplémentaires et des coûts également à intégrer. Mais bon, par chance, je ne suis pas au bord d'une voie rapide ou d'une voie ferrée, ça serait encore un autre problème. Ensuite, j'ai également étudié du coup les risques de perturbations électromagnétiques, les risques météo, les risques de fly-away, le facteur humain, matériel, etc. Une fois mon approche technique définie, ma zone d'opération délimitée et ma gestion des risques bien assurée, je commence déjà à avoir un concept d'opération suffisamment avancé pour pouvoir entamer mes demandes d'autorisation de vol. Alors bien sûr, entre-temps, j'ai eu la réponse de mon client, mon devis a été validé, on a défini une date, etc. Mais tout ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Ma zone d'opération se trouve en agglomération, au sein d'un espace aérien qui est contrôlé, à proximité d'hôpitaux sur lesquels circulent des hélicoptères. J'ai donc des contraintes spécifiques liées à la réglementation en agglomération, notamment l'obligation de garder mon drone à vue et l'interdiction de survoler des personnes. Et puis je suis soumis au partage de l'espace aérien et à sa régulation. J'ai donc plusieurs déclarations de vol et demandes d'autorisation à faire. Ici je contacte entre autres la CTR de Nice et la préfecture pour avoir leur aval. J'ai également des actions à entreprendre jusqu'au moment du vol pour m'assurer que ces autorisations restent valables. Je vous passe les détails également sur les no-fly zones intégrées à mes drones ainsi que sur les démarches que j'ai entreprises pour prévenir de ma mission, notamment un consulat qui se trouve au sein même du bâtiment sur lequel je travaille. Bref, vous voyez qu'une mission aux allures pourtant très simples nécessite déjà pas mal de démarches et on n'a pas terminé. Alors, au sujet de mon devis, je ne vous ai pas précisé à quelle étape de ma préparation j'ai pu émettre mon devis, ni à quel moment j'ai eu la validation qui m'a permis de poursuivre. Tout simplement parce que chaque mission est unique et il appartient à l'exploitant, au télépilote, de trouver le juste milieu entre trop s'engager au risque de perdre du temps pour une mission qui serait peut-être pas validée et ne pas suffisamment étudier sa mission au risque de faire une proposition technique ou financière qui soit pas adaptée. Donc je voulais pas l'intégrer chronologiquement à cette démonstration pour éviter que vous preniez pour argent comptant. Alors comment j'ai fait mon devis ? Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus puisque c'est également au programme d'une autre formation, mais ici j'ai commencé déjà par voir combien de temps tout ça, ça allait me prendre. J'ai compté les souches grâce à une image que j'ai prise sur Google et puis j'ai estimé pour une inspection RVB qu'il me faudrait environ entre 1h30 et 2 heures de temps de vol. Ça fait à peu près 4 à 6 vols. J'ai rajouté 1 heure pour m'installer, puis pour sauvegarder mes fichiers et démonter, et encore 1 heure de marche pour gérer les aléas, notamment s'il y a beaucoup de circulation sur les deux routes qui longent la toiture, et puis que j'ai du mal à trouver des créneaux pour m'engager, ou s'il y a beaucoup de mouettes et que j'ai besoin de temps pour m'insérer en douceur. Ça fait donc un total sur place d'environ 4 heures. À ça, j'ajoute 2 heures de préparation de mission et 3 heures de rédaction pour dresser mon rapport. Après, j'ai des barèmes différents pour chacune des tâches.
Avec tout ça, il faut bien entendu faire valoir la technicité, le matériel employé, ici la présence d'un assistant, etc. Donc chacun est libre de concevoir son devis comme bon lui semble, en fonction notamment de sa stratégie commerciale, de son domaine d'application, du profil de ses clients, etc. Tout ça, on en parle en formation sur la gestion d'exploitation, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Simplement, j'ai ajouté quand même à mes conditions générales de vente des réserves pour informer mon client que je suis contraint par la réglementation, par les conditions météo, etc. Ça, c'est super important. On a des go-no-go en fonction des situations. Il faut absolument que nos clients en soient avertis. À ce stade, tout est prêt. J'ai planifié ma mission avec mon client. Alors, pour info, au sujet de la méthode, j'ai choisi de travailler avec un Mavic 3. J'emporterai également un M30T si je décèle une opportunité évidente de faire un relevé thermique, ainsi qu'un Avata, qui est un drone caréné et qui me permettra de voler au contact si j'ai des difficultés avec certaines cheminées à cause des antennes ou des haubans. Même si les capacités optiques sont vraiment pas à niveau, ce sera toujours mieux que d'avoir des trous dans la raquette. Alors ici, j'ai pas proposé à ma cliente d'assister à la prestation dans la mesure où elle n'a pas d'expertise sur le sujet, donc elle va pas apporter de plus-value à mon travail. En plus, vu l'accès à ma zone de manœuvre, ça aurait pas été très pertinent. Maintenant, si elle avait vraiment tenu à voir les images en direct, j'aurais toujours pu mettre en place un partage de retour vidéo avec FlightUp 2, et puis depuis chez elle, là, à ce moment-là, elle aurait pu voir les images en temps réel sur son ordinateur et puis me guider par téléphone si besoin. Donc là, je suis libre des horaires, je me suis organisé pour les questions d'accès et la mise en place du périmètre de sécurité. Je sais quel jour je vais partir, à telle heure, mon déroulé est calé. Je ne vous parle pas maintenant de la méthode de captation puisque je vais vous emmener avec moi sur le terrain et donc vous allez pouvoir voir comment je procède. Il me reste une toute dernière chose à faire, préparer mes moyens. Donc la veille ou l'avant-veille de mon départ, je regroupe tout mon matériel, je vérifie son état, je m'assure que tous les systèmes soient bien à jour, que les batteries soient bien chargées, que les cartes mémoire soient vidées, que je dispose bien de matériel de rechange, et puis ensuite je conditionne tout ça pour pouvoir le transporter facilement sur site. Ici, j'ai également besoin d'EPI, d'équipements de protection individuelle pour accéder au toit, d'un moyen de communication aussi avec mon assistant, etc. Je vous passe ces explications, je pense qu'il est grand temps pour nous d'aller prendre l'air. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'activité aérienne de prévue dans ma zone, ni d'interdiction temporaire, et puis on y va. Ok, donc là, quand j'arrive sur place, il est plus ou moins 8h30. Là, je fais tout de suite le tour des lieux là, pour voir si la zone correspond bien à ce que j'avais envisagé, si j'ai pas de mauvaise surprise à gérer, si mon aire de manœuvre est bien accessible et conforme à ce que j'attendais. Puis je me présente à 2 ou 3 professionnels qui travaillent dans l'immeuble pour être certain qu'ils sachent que je suis là, puis qu'il n'y ait pas de soucis non plus de ce côté-là. Ensuite, je fais un premier brief avec Damien, donc mon assistant, là, pour lui présenter les lieux, lui expliquer comment j'envisage la manip, lui présenter également mon baptême terrain, que les choses puissent être hyper claires entre nous, qu'il n'y ait pas de confusion entre les zones ou avec le vocabulaire qu'on emploie. Je lui rappelle son rôle, les conduites à tenir si quelqu'un a besoin de traverser, les consignes de sécurité, etc. Là, c'est relativement simple, puisque j'avais qu'une personne à briefer. En plus, Damien, il connaît bien le métier, donc ça m'a pris même pas 5 minutes. Je lui confie également les documents obligatoires à présenter en cas de contrôle. Puis, on installe le marquage et les moyens de signalisation de la zone. Alors là, je peux vous donner peut-être 2 ou 3 petits conseils à ce sujet. Le premier, ça va être, dans la mesure du possible, de demander à votre client, au gestionnaire de site, d'afficher 2 ou 3 jours avant le vol des pancartes un peu partout dans la résidence pour avertir les occupants de votre venue et des zones qui seront perturbées par votre dispositif de sécurité. Là, je les avais imprimés puis je lui avais envoyé. Ça permet en fait aux occupants de s'organiser et puis de vous avertir si quelque chose ne va pas. Je ne sais pas si s'il y a des travaux ce jour-là et que vous n'étiez pas au courant ou s'il y a un déménagement, enfin peu importe, une activité sur zone qui pourrait compromettre le déroulé de votre opération. Donc c'est une bonne chose de pouvoir faire ça. Ensuite, toujours quand c'est possible et que ça reste pertinent, essayez de ne pas condamner complètement votre zone. Laissez la possibilité à quelqu'un qui en aurait vraiment besoin de vous contacter pour pouvoir traverser une zone de sécurité. En règle générale, les gens sont plus enclins à jouer le jeu dès lors qu'on leur impose pas les choses et qu'on leur laisse des options qui vont dans leur sens. S'ils voient que vous êtes disposé à interrompre exceptionnellement
votre vol pour les laisser passer, et bien ils feront peut-être le tour plus facilement. C'est très bête, mais c'est une réalité qui se vérifie à chaque fois. Vous avez beau mettre des barrières, mettre de la rubalise, des plots, etc. Si quelqu'un a décidé de traverser parce qu'il a l'habitude de passer par là ou parce qu'il est pressé, eh bien il traversera, voire même il vous marchera sur le landing pad sans gêne. Donc si vous pouvez, et bien sûr s'il n'y a pas grand monde dans la zone, que vous ne soyez pas non plus interrompu toutes les 30 secondes, eh bien informez les gens qu'ils peuvent traverser avec une autorisation, bien sûr, en contactant l'agent qui est sur place, par un numéro de téléphone, ou encore même en mettant des interphones sans fil. Peu importe. Une fois que c'est fait, on s'engage sur l'aire de manœuvre avec tout le matériel, et là on en profite également pour afficher quelques pancartes qui avertissent de notre présence, pour éviter de surprendre les gens, parce que là à ce stade il n'y a que le syndic qui est au courant qu'on va utiliser le toit de l'immeuble. Donc ici c'est un peu spécifique puisque le toit de terrasse n'a pas de garde-corps, donc on est obligé pour des questions de sécurité de mettre en place un dispositif avec une main courante sur laquelle on va venir se vacher. Quand on est là-haut, là je briefe de nouveau Damien, qui puisse voir la zone sous un autre angle. On fait quelques essais radio, puis il descend et pendant ce temps-là, moi je m'installe correctement. Alors là, on a vraiment une aire de manœuvre 100% conforme à nos prévisions. Ça, c'est plutôt rare. En règle générale, il y a toujours quelques surprises. Mais ici, là, on mesure toute la chance d'avoir un outil comme Google Earth. Quand on travaille au cœur d'une grosse agglomération et qu'on a des photos récentes, de la 3D, du Street View, etc., on est clairement gâté pour notre prépa mission. Je ne sais pas très honnêtement si sans tout ça, eh bien, j'aurais eu la présence d'esprit de venir m'installer ici. Peut-être que la perspective m'aurait pas donné l'idée d'utiliser ce bâtiment. Ou alors j'aurais été contraint de faire une reconnaissance in situ qui m'aurait fait perdre du temps, donc c'est pas la même chose. Bref, ici l'aire de manœuvre est également top, elle correspond presque en tout point à ce qu'on peut espérer de meilleur. Là on a une vue dégagée sur tout notre volume de vol, et plus largement sur l'ensemble de l'espace aérien, donc s'il y a quelque chose qui arrive, on devrait le voir venir sans trop de soucis. On a également une très bonne vue sur la majeure partie de notre zone de travail et de nos objets d'intérêt, donc on est pas mal du tout, compte tenu des obstacles qui s'y trouvent. On voit les haubans, on voit qu'il y a des souches qui sont rapprochées, etc. Donc pouvoir avoir un œil dessus, c'est quand même hyper confortable. Ici, on est collé à notre zone de travail, donc quasiment pas de transition à faire. En plus, on a la même altitude, donc là, on optimise à fond notre playtime, notre potentiel de vol utile, même si c'est loin d'être le plus important ici sur cette mission. On est isolé, la zone n'est pas accessible au public, donc là, d'ici, je devrais pas être trop dérangé, même si je reste quand même bien visible, ce qui peut interpeller quand même les résidents qui sont aux alentours, puisque d'habitude, il n'y a personne sur ce toit. Mais bon, là, avec le gilet, la main courante, etc., il devrait pas trop s'inquiéter normalement. L'espace est plat, propre, sec, c'est pas mal. Bon, le gravier, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais avec le landing pad, ça posera aucun problème. Ici je peux avoir de l'ombre avec le plot central, donc si j'ai le soleil qui vient taper ma radiocommande, je pourrais quand même y voir clair en me mettant à l'ombre. Et puis voilà. Donc là, vraiment pour le coup, mais on voit que l'audace paye. On voit que ça valait vraiment le coup de demander l'autorisation. Ça m'a rien coûté. Et d'ici là, je suis infiniment mieux placé qu'en bas. Donc gardez-le à l'esprit, qui ose gagne, comme on dit à Bayonne. Parfois, il faut peu de choses pour améliorer considérablement sa sécurité, son confort de travail, et puis d'une façon générale, sa qualité d'intervention. Seul bémol ici, là on n'a que 5 mètres par 5 mètres, donc c'est largement suffisant si tout se passe bien, mais il ne faut pas se retrouver avec un RTH un peu hasardeux, de fortes perturbations électromagnétiques, un passage en ATTI avec un vent qui s'est levé, etc. Faudra veiller quand même au point en décollant et rester vigilant parce que en cas de poser dans des conditions un peu dégradées, ça reste un peu limite, quoi. Bon voilà, et puis c'est sûr qu'en termes de sécurité, c'est pas le plus confortable, ça je vous l'accorde, puisqu'il faut qu'on s'équipe, on a le baudrier, la corde qui traverse la zone, etc. Mais je préfère encore ça, et de loin d'ailleurs, qu'être en bas, au milieu de la route, à devoir traverser la chaussée, la tête levée comme ça, comme un bonhomme pèse pendant 2 heures, avec les voitures et les vélos qui me passent dessus. Donc dans un contexte comme le nôtre, vu que je peux pas barrer la route, là je suis vraiment bien placé. La seule chose qui m'a dérangé ici, je l'avais un peu sous-estimé en préparation, c'est le soleil, parce que je l'avais en face. Là on est mi-décembre, donc il est relativement bas, et on y reviendra un peu plus tard, mais avec les mouettes qui se sont invitées, le fait d'être ébloui et d'avoir toute une zone en fait sur laquelle je peux pas avoir de visu, c'était pas hyper sécure.
Enfin voilà, Damien est en bas. Avant de le contacter pour lui demander le verre, eh bien, je vais d'abord faire ma prévol. Alors, on en a déjà parlé rapidement. Je vais pas m'étendre dessus. De toute manière, on en reparle longuement en formation sécu. Mais l'idée là, c'est de vérifier l'état du matériel et ensuite de contrôler les paramétrages du drone. Donc, pour la faire court, ici, j'ai mis un plaf à 25 mètres, hein, puisque je décolle déjà de 25 mètres et que je dois m'élever au maximum à 50 mètres maximum compte tenu de la proximité avec l'aéroport. J'ai ma DEC-RC en RTH, j'ai fixé mon RTH à 20 mètres, j'ai une DLH, une limite horizontale à 100 mètres, et ensuite, pour l'évitement d'obstacles, j'ai pris assez serré pour pouvoir me rapprocher, mais je vais rapidement le faire sauter. Ici, je suis en cœur d'agglomération, il y a du monde en dessous, il y a des mouettes, je suis encadré par les hôpitaux sur lesquels il peut y avoir du TIH par hélico, j'ai des antennes relais de toutes parts, donc je prends quand même le temps qu'il faut là pour tout bien contrôler, notamment mes signaux. Là, je m'assure ici que les fréquences ne sautent pas, hein, qu'on a quelque chose de plutôt stable. Enfin bref, je passe bien 2 ou 3 minutes sur mes contrôles avant de décoller. Donc là, je suis prêt, je contacte Damien, puis je décolle. Alors, au sujet de la méthode, on a déjà évoqué l'approche technique, hein, vous savez que je vais vous lire en manuel. Ce que je peux vous dire sans trop vous assommer avec une masse de détails, c'est qu'ici, là, l'objectif pour moi, c'était d'être suffisamment efficace et rapide pour ne pas m'exposer inutilement. Hein. Moins je passais de temps en l'air, et puis moins je prends de risques, tout simplement. Et puis tout de même, d'être suffisamment méthodique et appliqué pour non seulement capter des images de qualité, hein, qui soient exploitables quand même, mais aussi m'y retrouver dans le traitement de mes fichiers. Parce qu'ici, là, toutes les cheminées se ressemblent. Si je fais pas attention, ça va être la pagaille, hein, pour faire le tri. Si je peux pas les situer précisément sur mon rapport, ça sert à rien que je fasse tout ça. Donc pour ça, plusieurs choses. Déjà, je pars du général au plus spécifique, hein, je fais l'entonnoir pour ceux à qui ça parle. Je vais commencer par claquer une photo générale de l'ensemble de la toiture. Ça me servira à situer sur mon rapport les différentes cheminées sur une image qui est plus récente et puis de meilleure qualité que celle que j'ai prise sur Google Earth. Alors ici, là, j'ai le droit de voler jusqu'à 50 mètres comme je vous l'ai dit. J'ai une toiture qui est à 23-24 mètres sol, donc ça me laisse un recul d'environ 26 mètres sol. À cette hauteur là, avec la caméra wide du Mavic 3, je prends même pas 40 mètres de largeur. D'accord, et la toiture elle en fait 50. Donc je vais devoir faire 2 ou 3 clichés et puis je les fusionnerai par la suite. Bon, c'est pas très important. Ensuite, j'attaque donc souche par souche, hein, en produisant toujours la même séquence. Je commence par des prises de vue nadir, donc à la verticale, puis des prises de vue latérales, sous tous les angles. Donc pour savoir où j'en suis, je raye simplement au stylo là sur mon croquis chaque souche que j'ai photographiée. En fait, il me sert de shotlist, hein. Et puis si jamais je remarque un élément que j'ai pas vu, que j'avais pas noté, je peux le mettre sur mon croquis. Je lui donne une nouvelle référence et puis comme ça marche bien. Ensuite, pour m'y retrouver dans mes fichiers, je me suis pas pris la tête. J'aurais pu mettre des stamps et changer donc l'horodotage et changer le nom de l'horodotage à chaque fois en fonction des souches, ça m'aurait pris du temps. J'aurais pu aussi noter sur un calepin les différents numéros de photos avec souche par souche. Mais en fait, j'aurais perdu du temps et puis surtout si j'en saute une, ça aurait été la pagaille. Donc là, en fait, j'ai simplement fait un enregistrement de mon écran. Ça a également enregistré ma voix. Donc comme ça, quand je vais classer mes photos, j'ai plus qu'à me repasser le fichier vidéo de l'enregistrement de mes vols et je pourrais facilement reclasser les photos en fonction des cheminées sur chacune des souches. On va le voir un peu plus tard. Autre chose, là, pour avoir un ensemble de photographies à peu près homogènes à présenter sur mon rapport, il va falloir à chaque prise là, que j'essaie dans la mesure du possible de travailler avec la même focale et de conserver une distance identique avec les cheminées. Bien sûr, je pourrais venir recadrer mes images en post-traitement, mais déjà ça va me prendre du temps, s'il faut que je les recadre une à une, et puis ensuite je vais avoir un peu de perte en ligne, c'est un peu dommage. Donc ici ça a été une difficulté, hein, je vous le cache pas, compte tenu des obstacles et de l'enclavement sur certaines souches. Il y en a certaines qui sont à moins de 3 mètres l'une de l'autre, au-dessus desquelles il y avait des haubans qui passaient, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pas eu besoin de sortir l'avata, donc ça c'était plutôt une bonne chose. Voilà, au sujet de la méthode, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Le matin de la presta, le soleil tapait fort, hein, comme bien souvent chez nous. Donc pour ce genre de captation, c'est pas le mieux, dans le sens où on a des ombres là qui sont très marquées.
hein. Il vaut mieux un temps un peu couvert, un bon temps de normand, avec une lumière diffuse, comme ça, on n'a pas d'ombre, on peut conserver une expo sur toutes nos photos, on se prend pas trop la tête, quoi. Bon, ça n'a pas été très gênant non plus, mais ça m'a fait perdre forcément un petit peu de temps, quoi. Donc voilà, une fois que j'ai terminé mes photos, je fais quelques relevés thermiques avec le M30T, hein, simplement sur 3 cheminées censées fonctionner au même régime pour voir ce que ça donne. Puis je contrôle mes fichiers, je les sauvegarde, et enfin je débriefe la manip avec Damien. Alors pour résumer, comment ça s'est passé? Plutôt bien dans l'ensemble. J'ai été très agréablement surpris, comme je vous l'ai dit, par la qualité de l'aire de manœuvre, hein. Si on pouvait toujours être aussi bien installé, ce serait top. J'ai pas eu de soucis avec la mise en place, ni avec l'accès. J'ai pas eu de grosses difficultés avec les obstacles, hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas eu besoin de sortir l'avatar, donc c'est bien, on a quand même gagné un petit peu de temps. Alors après, j'étais quand même bien content d'avoir les protections d'hélice sur le Mavic 3, notamment pour travailler sur une ou deux souches qui étaient particulièrement enclavées et sur lesquelles j'avais pas ou très peu de visibilité. J'ai travaillé la plupart du temps sans détection d'obstacles, hein, pour pouvoir m'approcher sans difficulté au plus près des cheminées. Dans ce genre de vol là, très basse vitesse, avec des trajectoires aussi simples, c'est vraiment pas un souci, hein. Ensuite, quoi vous dire d'autre? J'ai fait quelques clichés en haute résolution sur une ou deux souches, hein, qui présentaient quelques anomalies. Et puis voilà, hein. Niveau sécurité, alors là pour le coup au décollage, on a eu quand même les mouettes et les goélands qui se sont un peu excités. J'en ai eu une bonne vingtaine qui se sont rapprochés et certains qui ont montré quelques signes d'agressivité. Donc là, dans ces conditions, je ne pouvais pas entamer mon travail sans prendre quelques précautions, hein. Ça aurait peut-être fini par un crash. Donc il m'a fallu rester calme, prendre le temps de faire quelques manœuvres pour m'insérer en douceur, veiller à bien rester au-dessus d'une zone safe. Puis là, au bout une quinzaine de minutes, ils sont partis, puis j'étais nettement plus tranquille pour travailler. Ensuite, j'ai pas été interrompu par le passage d'aéronefs, hein, il n'y a pas eu d'hélicos qui sont passés. J'ai eu 2 ou 3 alertes sur la RC concernant des décos sur Anka, là où des avions au large qui volaient à basse altitude, mais rien de préoccupant. Pour les survols de route, pour le coup, ça n'a pas été très simple, hein, puisqu'il y avait quand même pas mal de passages. Mais bon, avec Damien en bas, je pouvais m'engager sans crainte, donc même si ça a pris du temps, ça l'a fait. Et puis voilà, au final, on sera resté un peu plus de 3 heures sur place, notamment du fait que y avait les goélands, le survol des routes, ça a pris du temps, on a eu les besoins du tournage, forcément. Mais après, en termes de vol, pur et dur, j'en ai fait moins que prévu quand même. Voilà, je crois que vous savez à peu près tout sur les conditions d'exécution de cette mission de vol. Maintenant, écoutez, je vous propose de voir rapidement comment j'ai rédigé mon rapport. Bon, cette étude de cas fait déjà plus de 30 minutes, donc je vais essayer d'être le plus rapide possible. Ici, ma cliente souhaite connaître l'état général de ses cheminées. Donc moi, je vais simplement lui dresser un bilan, hein, lui faire part de mes observations en tant que simple observateur. Je vais lui indiquer où est-ce que j'ai pu voir des chapeaux manquants, des fissures, des obstructions, etc. Et puis, je vais lui fournir un album complet de toutes ces cheminées pour qu'elle en garde une trace, éventuellement pour comparer l'évolution dans le futur, et surtout bien qu'elle puisse se faire son propre avis en consultant les photos, ou bien transmettre ce document à un expert pour évaluer les éventuels travaux à réaliser. Alors, on n'est pas ici sur une formation dédiée à l'inspection technique, donc je ne vais pas m'attarder sur tous les détails. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est important pour un exploitant ou pour un télépilote de savoir rester à sa place, si je puis dire, hein, c'est-à-dire de s'en tenir à son niveau d'expertise. Ici, moi, je suis pas fumiste, je suis pas couvreur, j'ai des compétences qui sont limitées dans le domaine, hein, puisque c'est pas du tout mon métier, donc je dois pas trop m'avancer sur le résultat de mes observations. Je peux lui dire ce que j'ai vu pour gagner du temps à la lecture du rapport, hein, mais je dois rester très prudent sur l'interprétation des images. Ici, certaines choses sont suffisamment flagrantes pour moi, mais si c'était pas le cas, j'aurais très bien pu simplement fournir un album géoréférencé, hein, sans faire de rapport à proprement parler. Donc, je vais d'abord sauvegarder mes fichiers une nouvelle fois, puis je vais les classer de manière à pouvoir travailler. Donc pour ça, comme je vous ai dit, je vais me repasser rapidement la vidéo de mes vols, hein, je consulte en parallèle mes fichiers, et de cette manière, je peux les classer et les renommer pour les ranger dans des dossiers bien spécifiques. Ensuite, je contrôle les photos une à une, hein, je vérifie le point, et puis je règle l'expo et la couleur si besoin, puis je les exporte en JPEG. Alors ici, ma cliente n'a pas d'exigence particulière sur la mise en forme ni sur les contenus de mon rapport. Néanmoins,
eh bien, elle peut quand même l'adresser à d'autres destinataires qui, eux, peuvent avoir un regard plus averti sur le sujet. Donc il faut quand même que j'intègre quelques informations essentielles à une interprétation plus fine des images. Je pense notamment aux conditions de prise de vue, au matériel employé, à l'orientation du drone et de la caméra, à l'échelle, etc. Donc vous voyez ici que je commence par une image générale de la toiture, sur laquelle je pose une référence pour chacune des souches, puis je détaille peu à peu chaque souche et chaque cheminée. Alors on va prendre la 14 puisque on l'a vu tout à l'heure en vol. Voilà, ici ma cliente peut consulter toutes les photos relatives à la souche 14 avec différentes cheminées sous différents angles. De cette manière, elle peut parcourir mon rapport sous forme de PDF et puis si elle a besoin de détails, elle retrouvera chaque photo en haute résolution dans un dossier que je lui joins. J'ai fait un dossier par souche et j'ai renommé chaque photo. Donc c'est pour cette raison que j'ai numéroté chaque photographie. Bien entendu, au début de mon rapport, je dresse un résumé de mes observations pour qu'elle puisse tout de suite avoir un aperçu de tout ce que j'ai pu constater. Et puis voilà. Bon, je ne vais pas rentrer plus en détail dans les explications sur le rapport. Je ne vous parle pas non plus de la facturation ni de la clôture de la mission. Je pense que vous devez avoir la tête comme ça. J'espère que cette démo vous a plu. Merci à Marc Brulard de Summit Media pour les images sur le terrain et puis à Damien Artero pour son assistance. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ça y est, on arrive enfin au terme de cette première formation. J'espère que cette étude de cas vous a un petit peu éclairé sur toutes les facettes du travail de l'exploitant et du télépilote. Je vous le rappelle, il s'agissait ici d'une approche et d'une façon de faire. On aurait pu s'y prendre de 1000 autres façons. On aurait pu décoller d'ailleurs. On aurait pu travailler avec une autre méthode de captation. On aurait pu utiliser d'autres matériels, etc. Bien sûr, j'ai pas pu rentrer en détail dans tous les domaines. Je suis désolé, c'était pas l'objet de cette démonstration. On aura l'occasion d'y revenir largement en détail, rassurez-vous, sur l'ensemble des autres formations. Si on devait retenir qu'une seule chose de cette démonstration, ça pourrait être le fait qu'une mission de vol ne peut pas s'improviser totalement. Vous l'avez vu, il y a des choses qui nécessitent un minimum d'anticipation. On n'attend pas d'être sur place ou d'être en vol pour réfléchir à sa méthode, réfléchir à sa sécurité, pour définir sa zone d'exclusion, etc. Même pour des missions très simples, dans des environnements avec très peu de risques et très peu de contraintes, on passe toujours en revue un minimum de détails. Certaines problématiques nécessitent du matériel particulier, des moyens spécifiques, des procédures adaptées, parfois encore des autorisations spéciales. Donc mieux on prépare sa mission en amont, et plus nos chances de réussite sont importantes. Ça veut pas dire non plus qu'il faut chercher à tout maîtriser, d'accord, et en faire des masses, à passer des heures sur chaque prépa, sinon on n'en finirait pas. Ici on est quand même allé au plus simple. J'ai pas demandé de protocole d'accord avec la CTR de Nice pour monter au-delà de 50 mètres parce que j'en avais pas besoin absolument. J'ai pas sollicité non plus la commune pour mettre en place une circulation alternée, je me suis débrouillé autrement. J'ai pas cherché à tout prix un ciel couvert avec une luminosité parfaite pour pas avoir d'ombre. J'ai pas utilisé de RTK, etc. La mission était très simple, peu de contraintes, peu d'aléas à gérer, une captation très facile, donc on est resté relativement simple, et c'est généralement de cette manière qu'on est le plus efficace. D'une manière générale, vous le verrez plus tard, on peut préparer un grand nombre de missions en 10 ou 15 minutes. Ça nécessite une méthode bien ficelée, ça nécessite également de connaître bien les outils informatiques, de bien maîtriser ses process, etc. Mais rassurez-vous, tout ça, on le verra bientôt avec vous si vous suivez la formation sur la préparation mission et les concepts d'opération. Voilà, écoutez, que vous dire de plus, selon votre programme, vous aurez l'occasion de revenir ponctuellement sur cette étude de cas, puis vous en verrez également plein d'autres, notamment sur des vols programmés, sur des missions de vol hors vue, sur la gestion de l'altimétrie, sur les vols de nuit, les vols en montagne, les vols en mer, sur du SAR ou encore de l'ISR, etc. Vous en étudierez à peu près une ou deux à chaque formation. Voilà, écoutez, votre formation sur la découverte du milieu du drone professionnel est maintenant terminée. J'espère qu'elle fut une bonne entrée en matière pour vous. Je vous invite à télécharger tous les documents joints à cette formation si ce n'est pas déjà fait, à réaliser votre dernier QCM, puis je vous donne rendez-vous avec votre formateur en visioconférence pour faire le point et approfondir éventuellement les domaines qui vous intéressent. Et puis je vous dis à très vite. Salut!